de l'Institut français. Nous allons commencer notre soirée et je vais intervenir en vedette américaine pour présenter notre conférencier de ce soir. En tout cas, bienvenue à tous, aux habitués et puis aux oiseaux de passage que je salue et qui sont assez nombreux ce soir. D'abord, je suis très heureux de présenter Aboubaker Hassan. La première raison, mais elle n'est pas dans mon discours, mais je la dis quand même, c'est parce qu'Aboubaker est un ami. À Djibouti, quand je quitterai Djibouti à la fin de mon séjour, c'est-à-dire à la fin de l'été prochain, j'aurai un ami de plus, il s'appelle Aboubaker Hassan, donc c'est pour ça que je suis heureux de le présenter ce soir. Aboubaker, c'est une personne au profil académique assez large, puisqu'il est d'abord ingénieur en géophysique. Il est diplômé de l'Institut physique du globe de Paris, que nous connaissons bien, nous, à Djibouti. Il est ingénieur en hydraulique. Il est diplômé de l'École nationale supérieure d'électrotechnique, électronique, informatique, hydraulique et télécommunications de Toulouse. C'est ça. Et puis enfin, il est titulaire d'un 3e cycle en management des organisations qu'il a obtenu au CEFEB, que nous connaissons aussi également grâce à l'AFD. Aboubaker Hassan, de par ses fonctions, est au cœur de la problématique de ce soir, puisqu'il travaille au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont il est le secrétaire général depuis 5 ans. L'avenir des enfants, et des siens en particulier évidemment, l'intéresse au plus haut point, et ce n'est pas un hasard, je le dis devant le proviseur adjoint du lycée, et les professeurs évidemment, ce n'est pas un hasard s'il fait partie des associations des parents d'élèves du lycée français de Djibouti depuis plus de 10 ans, et encore pour 10 ans, puisqu'il a une progéniture qui s'échelonne dans le temps. Donc il va nous donner ce soir un avis d'expert, mais aussi de père, et cela, ce qui est intéressant, sous un prisme et un point de vue multiculturel. Donc sans attendre les retardataires, je le laisse maintenant nous entraîner sur les voies de l'éducation à l'ère du numérique. À toi, Aboubaker. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous, chers amis, chers invités. Pourquoi sommes-nous là ce soir? Le titre, l'éducation à l'heure du numérique, laisserait à penser que, à l'heure du numérique, il faudrait changer l'éducation. Pourquoi changer ce qui avait l'air de marcher très bien et depuis très longtemps? Pourquoi changer ce qui a produit de grandes découvertes, ce qui a produit de grands esprits? C'est ce que nous allons voir ce soir. Pour vous présenter mon propos, je vous propose le plan suivant. Je vais d'abord vous expliquer en quoi l'école doit changer. Elle doit changer car la société a évolué. Ensuite, je vous donnerai un exemple de stratégie, on va dire générique, puisqu'elle s'applique dans plusieurs pays, qui permet donc à l'État d'accompagner la révolution numérique. On va ensuite entrer un petit peu plus dans les détails et voir ce qu'il convient d'enseigner et surtout comment il convient désormais d'enseigner pour enfin conclure. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Alors, je vous dis, l'école doit changer car la société a évolué. Comment ça? Qu'est-ce qui a changé? Regardons déjà l'évolution quantitative. Sur ce graphique, vous voyez d'un coup d'œil que, au cours des 2000 ans qui viennent de s'écouler, la population mondiale était relativement stable pendant, on va dire, 19 siècles, et au cours du dernier siècle, donc le 20e, elle a explosé. C'est un paramètre intéressant, mais il y a un paramètre encore plus intéressant que vous allez voir sur le document suivant. Si on regarde la période 1970-2025, donc c'est une projection assez proche, la population mondiale a doublé puisqu'elle passe de 3,5 milliards à 7,5 milliards d'habitants, mais dans le même temps,
le nombre d'étudiants sera multiplié par 8. Ainsi, en passant de moins de 1% en 1970 et atteignant un peu plus de 3,5% en 2025, la croissance de la population estudiantine sera 4 fois supérieure à la croissance de la population mondiale, qui elle-même est explosive. Il y a donc des conséquences. La première, comment allons-nous former tous ces jeunes? Il y a des contraintes de locaux, il y a des contraintes d'enseignants, de budget, mais également, comment allons-nous les rendre employables? C'est quand même un point fondamental. Avec un emploi, vous allez le voir, qui a évolué, mais une petite nouveauté face à la concurrence redoutable de l'intelligence artificielle. Regardons donc cette évolution qualitative. L'intelligence artificielle. Il y a 20 ans déjà, mais on n'a pas fait attention. Un ordinateur nous battait dans un jeu d'esprit, un jeu de stratégie aux échecs. Vous voyez, en 1996, le champion du monde est écrasé par un ordinateur. 20 ans se sont passés, on a oublié, et puis, l'an dernier, un autre ordinateur, nourri de 20 années de progrès technologiques, a battu le champion du monde du jeu de Go. Le jeu de Go est un jeu beaucoup plus complexe que le jeu d'échecs, avec beaucoup plus de possibilités et des stratégies de dissimulation. C'était déjà un choc, mais l'ordinateur, l'intelligence artificielle récidive cette année, le mois dernier, et écrase une équipe composée des 4 meilleurs joueurs de poker de la planète. Et il y a 2 conséquences. La première, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de nous surpasser, pas seulement dans des petites tâches, elle est capable de nous surpasser en stratégie offensive et dissimulatrice, c'est le cas du jeu vidéo, mais également en bluff et en tromperie. Et alors un point qui est encore plus important, c'est que les concepteurs de ce logiciel n'ont fait que lui enseigner les règles de jeu de base, c'est-à-dire comment les cartes se distribuent, etc. Tout le reste a été appris seul par l'intelligence artificielle, seul en observant, en analysant des millions de parties, en analysant le comportement des joueurs et en déduisant qu'il était nécessaire de bluffer et de tromper pour gagner. Elle a appris et désormais elle le fait mieux que nous. Regardons un petit peu l'emploi. L'intelligence artificielle est considérée comme une menace. Pourquoi? Ça fait déjà une quinzaine d'années que, par exemple, dans le domaine de la finance, les traders sont remplacés par de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on ne trade plus, c'est-à-dire on ne passe plus des ordres en bourse à la main avec des humains. Ce sont des transactions qu'on appelle le trading haute fréquence. Et je vous signale que plus des 3/4 des transactions financières de la planète actuellement sont le fait de l'intelligence artificielle, ce ne sont plus des humains. Bien sûr, dans les tâches répétitives, il n'y a plus photo. Elles peuvent toutes être sous-traitées à de l'intelligence artificielle et l'homme peut ainsi être remplacé. En Chine, dernièrement, une usine a fait le pari de remplacer 90% de son personnel. Je ne parle pas que du personnel ouvrier, comme on pourrait l'imaginer sur la photo. Je parle de l'ensemble du personnel administratif, les commerciaux, la totalité. Et le directeur s'en réjouit, puisque la production a bondi de 250%, les défauts ont chuté de 80%, et il n'y a plus tout un tas de petits problèmes de maladies, de congés, de grève. Est-ce là l'avenir? Je vous ai parlé des tâches répétitives. Maintenant, je voudrais vous présenter une tâche qui n'a rien de répétitif. Il s'agit du pilotage de combat. Eh bien, en 2016, une intelligence artificielle a littéralement ridiculisé un pilote chevronné, un pilote instructeur de l'armée américaine. Et lors de son débriefing, il a dit 2 choses.
La première, ça va trop vite. Je ne peux pas suivre. L'ordinateur passe d'une stratégie agressive à une stratégie de défense de manière quasi instantanée. Je ne sais plus où je suis. Et surtout, j'ai l'impression que l'ordinateur anticipe mes réactions. Ça peut faire peur. Enfin, ça dépend dans quel avion vous vous situez. Mais ça nous donne une idée des progrès de l'intelligence artificielle. Dans le domaine de la chirurgie, de la microchirurgie pour être précis, dorénavant, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le programme qui anime le robot, est plus performant que l'homme. Menace, regardons cet exemple. Aujourd'hui, l'exemple dont je parle, c'est un Russe dans le métro à Moscou qui s'amusait à prendre en photo une dame à son insu. Et avec une simple application dans son téléphone, application de reconnaissance faciale, il a réussi à l'identifier. Et en l'identifiant, il est passé directement, il a obtenu accès à son profil Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec une simple photo de vous, j'ai toute votre vie devant moi, puisque toute la vie est sur Facebook, si vous ne mettez pas des paramètres de sécurité. Ça doit faire réfléchir en particulier les jeunes. Les jeunes en particulier lorsqu'ils se présentent à un entretien de recrutement. Ils ont l'impression que tout ce qu'ils ont mis sur Facebook est bien caché. Or, pour un recruteur, c'est la première chose à faire. Bienvenue dans le futur. Ceci n'est pas un hélicoptère. Ceci est un drone. C'est-à-dire que vous montez là-dedans, tout ce que vous avez à faire, c'est de lui dire là où vous voulez aller. Il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de commande. Alors, on n'a pas changé de thème, on est toujours dans l'intelligence artificielle. Je vous présente là quelques toiles, quelques portraits du maître Rembrandt. Et la nouveauté, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, peut se faire une opinion sur ces tableaux. L'intelligence artificielle a analysé ces tableaux, en a déduit un style du maître. Et, ayant compris le style, elle a essayé de le reproduire. Et je vous présente